Bonsoir à tous. Le grand large n'a pas de limite. C'est ici que tout se fait et se défait. Tout le monde passe par ici. Il y en a qui s'en sortent en trouvant la terre ferme et d'autres qui restent coincés. Quelle est la meilleure solution? On en parle ce soir avec Jean Crémers. Il est l'invité de LCR ce soir. C'est méchant. La mer n'est plus jamais la même. Quand on revoit la scène de bateau qui coule doucement, il gueule. Le capitaine, un naufrage, c'est quelque chose de complètement dément. C'est l'océan, de l'eau et beaucoup trop de sang. C'est la mer, c'est l'océan, de l'eau et beaucoup trop de vent. Voilà, extrait de La mer, quand elle mord ses méchants, c'est le titre de cette chanson de Miossec. Dans cette chanson, il dit d'ailleurs de l'eau et beaucoup trop de sang. Bonsoir, Jean Crémers. Je suis ravi de vous avoir pour cette magnifique BD, deuxième bande dessinée qui sort, qui a à voir un petit peu, je trouve, avec cette mer assez mystérieuse. Ça, c'est le point de vue de l'artiste Miossec. Vous avez un autre point de vue là-dessus. Mais tout de même, c'est quoi la mer pour vous? La mer pour moi... Ou le grand large, un peu, le pour grand reprendre large, le titre. en tout cas, par rapport à l'histoire ou par rapport à moi, vous voulez dire? Par rapport à vous, d'abord. Par rapport à moi. Ouais. Je pense que c'est de la liberté, c'est le champ des possibles. La mer, c'est l'horizon, le futur, c'est un peu tout. C'est le centre de la Terre, pour moi. Donc, Et c'est pas trop la souffrance, comme le dit Miossec? Ah, évidemment, mais surtout animal à ce niveau-là, pour l'instant. Mais oui, là, c'est la question écologique que vous posez. Oui, c'est ça. Au niveau écologique, je trouve que c'est plutôt la souffrance animale. Mais la souffrance, moi, je n'y connais absolument rien au milieu marin, quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas, mais... Je dirais plutôt la liberté pour moi, la mer. Ouais. Vous n'y connaissez rien au milieu marin, n'empêche, on dirait que vous avez grandi au bord de la mer, tout comme votre héroïne d'ailleurs, qui est poussée par ses parents. C'est horrible, hein, cette histoire au début en tout cas. Hein. Oui. Elle est forcée, on se dit mais c'est quoi ses parents? Et en fait après tout doucement on comprend quoi. C'est une image évidemment, elle est poussée à prendre le large avec une barque qui est déjà brinque-ballante et puis à la moindre tempête ça va être la catastrophe. Quoi. C'est un peu sadique ça au début, non? Oui, mais je pense que c'est le sentiment que tous les enfants ont, peu importe à quel niveau les parents l'ont aimé précédemment. C'est apprendre le large. Apprendre le large quand on pousse un enfant à s'en aller ou pas. D'ailleurs, quand on s'en va et que la rupture est si brutale, un enfant ne peut pas s'empêcher de penser que ses parents s'en fichent de lui. Ouais. C'est normal. Après, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est quand on grandit que ça arrive. Mais je pense que chaque enfant a cette vision de ses parents quand il quitte le nid, qui est un peu brutal comme ça. Alors, la mer, justement, le grand large, c'est une image de la vie, c'est une allégorie. Elle s'appelle Léonie, elle est très seule au début, et puis tout d'un coup, elle va se rendre compte que finalement, elle n'est peut-être pas si seule que ça. Il y a un gamin, Balthazar, qui est aussi un peu paumé d'une autre manière sur cette mer. Et puis une troisième personne, c'est Agathe, qui va arriver un peu plus âgée. Et ça va former un trio incroyable. Parce que sur cette mer, c'est la vie. En fait, effectivement, on croise des requins, au sens propre même. Et puis aussi des riches en yacht qui s'en foutent. Enfin, il y a un côté social aussi. Oui, bien sûr. C'était
Le but de tout ce récit, c'était d'avoir des métaphores un peu partout. Complètement. La pollution avec le 7e continent qu'on voit dans l'album, sur lequel Agathe fait un peu ses provisions. Agathe, c'est la troisième personne. La troisième personne, avec la dame plus âgée, qui leur servira de guide par ailleurs. Et les inégalités sociales aussi, avec les riches et les pauvres, qui sont tous mis comme ça sur la mer le même jour. La question aussi des abus en tout genre avec les riches et le paquebot, qui est l'antre de tous les vices, comme je l'ai appelé dans l'album. Complètement, donc c'était voulu évidemment cette question de métaphore un peu évidente comme ça, le fait qu'il y ait une deuxième lecture, que l'album puisse être accessible aux plus jeunes comme aux plus âgés. On peut le dire comme une aventure quelconque, une aventure en bande dessinée assez classique, un point A, un point B, ou alors une lecture un peu plus profonde avec tous ces problèmes. Ouais, il y a 2 niveaux de lecture, c'est vrai. Déjà dans votre premier d'ailleurs, là c'était votre frère, vous avez reçu le prix Rossel d'ailleurs pour cette bande dessinée, c'était chez Au Lombard. Vague de froid, voilà, on le voit pour l'instant à l'antenne. Là on était en Norvège, c'était la montagne, la mer n'était pas loin, enfin c'était autre chose. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un décor pour habiter l'intime des personnages, si je puis dire. Oui, tout à fait. Le décor est... D'ailleurs, la principale raison d'un projet, c'est l'envie de dessiner un endroit avant les personnages. Ah ouais, c'est comme ça chez vous? Ici, c'est comme ça que ça se passe, vraiment. En tout cas, pour moi, le Vague de froid, c'était la Norvège que je voulais dessiner. Puis ensuite, évidemment, moi et mon frère. Mais peu après, avec le Grand Large, j'avais envie de dessiner quelque chose qui ne soit pas trop rocailleux, trop montagneux, trop de forêt, quelque chose où on puisse vraiment voir l'horizon et... tout en ne connaissant absolument pas l'endroit où on va. C'était un peu l'objet paradoxal du bouquin, c'était l'horizon qui est incertain. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut rejoindre la rive ou pas? Je posais la question au début d'émission, mais c'est un peu aussi toute la question du livre. Il y en a qui ne le font jamais, il y en a qui ne posent jamais pied à terre et ça leur va très bien. Je pense que Agathe est l'embodiment même de cette philosophie de vie. Certaines personnes ne se posent jamais et vivent très bien comme ça, et c'est tant mieux pour eux, mais ça ne les empêche pas d'aider ceux qui veulent se poser, justement, grâce à leur expérience on va dire de rôdeur. Même si c'est un peu péjoratif ici. C'est pas quand on voit Agathe, on pense aussi aux paumés de la vie, mais qui s'en sortent quelque part et qui veulent aider les autres. J'ai l'impression que c'est des gens qu'on peut croiser dans nos villes. Oui, des gens qui ont un peu vécu des choses. Parce qu'elle a vécu du dur. Oui, clairement. J'ai voulu faire un personnage qui a un peu plus de vécu, rien que déjà avec son âge, mais surtout par la façon de se comporter, d'être et d'aborder les choses. Elle est beaucoup plus optimiste, en fait, grâce à ça aussi. L'air de rien, mais elle reste très terre à terre. Sans mauvais jeu de mots. On peut dire aussi la traversée des tempêtes pour continuer les jeux de mots. Oui, et ça fait 40 ans qu'elle survit dans cet enfer, en fait, et elle ne veut pas que les enfants subissent le même sort, même si elle, ça lui a réussi. On va dire qu'Agathe a mal commencé, mais a bien terminé, et elle voulait éviter aux enfants de mal terminer. Alors, vous dites que les enfants, ils ont un sacré caractère aussi, tous les deux, la fille, le garçon, et ils sont très attachants aussi, je trouve. Comment on rend des personnages de bande dessinée attachants avec son crayon? Comment ça se passe? Je pense que c'est surtout dans les dialogues. L'aspect physique aide aussi un peu. Ici, je les ai tous affublés d'un handicap entre guillemets. Parce que c'était nécessaire pour imager le fait que tout le monde a des casseroles, des angoisses, traîne toujours quelque chose. Surtout, on les sent surtout quand on quitte le nid familial. Et donc c'est par les dialogues et c'est par le... Oui, c'est par les dialogues et leur apparence. Ici, ils ont tous vu qu'ils sont tous un peu frêles physiquement. Je pense que ça aide aussi. Mettre quelqu'un de costaud qui s'en sort, ça peut marcher aussi. Vague de froid, c'était l'inverse. C'était quelqu'un de bourru. Qui au final a une carapace très fine. Et ici je voulais les rendre attachants par la façon de parler, les épreuves qu'ils doivent vivre, ça les force à grandir, et c'est injuste en fait. Et je pense que cette injustice les rend attachants. Maintenant, si vous me le dites, c'est que ça me fait plaisir. Non, c'est vrai. Un mot sur les couleurs aussi, je trouve. Déjà ce bleu incroyable, c'est ça qui est bien aussi avec la mer, c'est qu'il y a toutes sortes de nuances de bleu. Vous pouvez jouer sur les saisons, sur les tempêtes qui arrivent, sur le calme le lendemain. C'est un plaisir pour un dessinateur. Les couleurs ici, c'était vraiment un plaisir. J'ai un peu du mal sur le premier, mais celui-ci, j'ai abordé la chose différemment. Et il fallait que ce bleu soit omniprésent. C'est la mer, et ça me permettait aussi de rendre le temps changeant beaucoup plus facilement. Si le bleu, c'est le temps normal, on va dire, dès qu'il y a une brume ou une pluie, on le remarque d'un coup. Donc c'était
raccourci scénaristique aussi, l'air de rien. Vous êtes auteur, dessinateur, coloriste, c'est vous aussi qui faites les couleurs, ouais. Et est-ce que par exemple chez Glénat, parce que vous étiez au Lombard, maintenant vous êtes chez Glénat, on vous dit il nous faut une couve un peu qui ait du punch, qui se remarque, etc. Je pense qu'il en faut toujours une, ils ont toujours leurs exigences, c'est normal, c'est leur métier, c'est que l'album se repère. Ici, je n'ai pas eu de vraie discussion par rapport à la couverture. Je leur ai proposé la première qui est celle-ci et ça a été la même jusqu'au bout. Je pense que j'avais bien une image en tête et j'en suis très, très satisfait vraiment. Ouais. Vous pouvez. Encore un mot sur le prix Rossel de la bande dessinée que vous avez reçu en automne. Ça a changé quelque chose? Il y a un avant, un après ou franchement c'est anecdotique? Ah non, c'est pas anecdotique du tout. Déjà, c'est une grande fierté. Et, je pense qu'au niveau des ventes, je ne sais pas. Je pense que ça va aider, forcément. Je pense que ça a aidé et que ça va continuer à aider. Surtout au niveau des personnes un peu plus regardantes avec ça, avec les médias. Mais je pense que ce qui compte le plus pour vendre, c'est la couverture et le contenu, simplement. Le prix aide. Surtout au niveau de la confiance en soi et pour la suite. On se dit, si celui-là a marché, alors que c'était mon tout premier et que j'ai mis toute mon énergie, si j'ai mis autant d'énergie dans le deuxième, il va forcément fonctionner. C'est ce qu'on se dit, mais on espère toujours un peu. Vous êtes déjà sur le troisième? Oui, je vais le commencer. J'ai commencé les recherches en tout cas. Et ça parlera encore un peu d'eau. Donc ça terminera la trilogie aquatique et puis on passera à autre chose. Il y aura un petit peu d'eau encore. C'est ça, mais un peu beaucoup. Mais de l'eau un peu croupie. Ça parle d'inondation, donc c'est pas la même eau que l'eau de l'océan, toute bleue. Non, c'est clair. C'est moins salé en tout cas. Allez, un coup de cœur. Vous adorez, j'imagine que vous êtes un fan de bande dessinée, de la bonne bande dessinée. Vous m'avez dit, moi, mon coup de cœur, c'est Pistouvi. C'est ça. Pourquoi ce personnage? Pourquoi cette BD? Pistouvi, c'est mon coup de cœur pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est mon tout premier roman graphique, en tout cas en termes de découverte. J'ai découvert à Saint-Luc, c'était mon professeur Étienne Simon qui avait apporté ça en classe. J'avais dévoré le livre là, sur place, et puis je me l'étais acheté parce que je trouvais que non seulement le graphique était magnifique, mais surtout ça parle aussi d'innocence de l'enfance qui se rompt comme ça d'un seul coup dans un monde un peu métaphorique, imaginaire. Je pense qu'il y a beaucoup de Pistouvi dans le grand large inconsciemment. J'allais vous le dire, Après, le côté noir et blanc me plaisait, mais je préfère aborder la couleur pour l'instant tant que j'ai encore un peu de force. mais Pistouvi, je pense que c'est mon coup de cœur pour ça, Et l'enfance, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Oui, je pense que la BD est un moyen excellent de fouiller un peu dans le passé et dans le futur. Je peux très bien me projeter dans le grand large avec mes propres enfants plus tard, je sais pas, mais je pense que l'enfance est une source intarissable d'inspiration, tout comme la famille qui est au centre aussi de chaque album. Et puis la force de la bande dessinée, c'est qu'on peut voyager partout. Il y a peut-être une proposition de film. Vous êtes à Angoulême, sélectionné dans plusieurs bandes dessinées, avec plusieurs bandes dessinées qui sont susceptibles d'être adaptées, c'est ça? C'est ça. En deux mots, c'est quoi? Je suis sélectionné au Shoot de Book ici avec le Grand Large, qui est une journée où on pitch un peu des projets à fort potentiel d'adaptation aux différents producteurs, réalisateurs de cinéma. Ça va être un gros budget, si jamais ça... Waterworld 2.0. Voilà, c'est ça. Et donc vous êtes à Angoulême, si vous passez par Angoulême, c'est fin janvier, autour du 25, vous êtes là toute la semaine, je crois. Je suis là du 24 au 28. Sur le stand de Glénat, j'imagine. Merci beaucoup, Jean, d'être passé chez vous. Magnifique bande dessinée qu'on vous conseille, précipitez-vous chez votre libraire. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.